Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue sur Backseat, votre émission politique comme chaque jeudi soir en direct sur Twitch. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission, je crois que c'est la 11e depuis qu'on a lancé le projet en juillet dernier. Trop cool, donc trop content de vous retrouver, merci à vous d'être là, soyez les bienvenus, on va passer 2h30 ensemble, on va parler de plein de choses et avec moi j'ai le plaisir d'avoir toujours les mêmes chroniqueurs, les meilleurs, en commençant par Usul. Salut Usul. Oui, bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ouais, moins en forme que la semaine dernière. Ah merde, toi c'est une semaine sur deux du coup. Ouais. D'accord, ok. Non, là, hier soir j'ai bu des coups un peu, tu vois. Donc... Ah ouais, je connais. J'ai fait la même. J'ai fait la même. Avec Bolchegeek, voilà, avec si tu nous regardes, Bolchegeek. Des bisous à Bolchegeek, évidemment. Avec nous aussi, Léa. Salut Léa. Bonsoir. Ça va toi? Oui, moi je ne suis pas encore alcoolique. Moyen, Oh très non, moyen. je déconne. Si je le suis un peu, mais je l'étais. Non, je sais quand. Je te Mardi soir. cancel. Ouais, Mardi soir. Je te cancel. pour Pour, bien. Non, j'ai eu le temps de m'en remettre. J'ai picolé mardi soir. donc, Formidable. Avec nous aussi, on a le bon Gaspard. Salut Gaspard. Salut à tous les trois. Alors, t'as picolé ou pas Bah, toi moi aussi j'ai pris une cuite hier, mais ça je crois que c'est l'avantage d'avoir 23 ans. Oh, C'est que écoutez, ouais, ça va, tout va bien. l'autre. J'étais debout à 8 heures. Bah, c'est sûr que si tu bois genre de la bière sans alcool. Non, mais c'est- Panaché, bah oui, bien sûr. moi aussi j'ai pris une cuite hier soir et ça m'a mis par terre. En plus, il y a une tempête à Paris, j'ai pas pu dormir. Ouais. La tempête Aurore, elle a un très joli prénom cette tempête. Tempête Ouais, en c'est vrai, pour une octobre, fois, t'en ouais. chies en décembre. Tempête en octobre, t'en chies en décembre. La vache. Ah ouais, c'est Voilà, bien à chier voilà. ça comme expression. C'est le café, c'est le bistrot ici ou pas? Ouais, non, voilà, c'est les grandes gueules, hein, tu me connais. Bonsoir à vous le chat, bonjour le chat, comment tu vas? Très content de vous retrouver, vous êtes avec nous, vous êtes derrière moi, vous voyez et vous êtes aussi là sur le plateau, vous êtes avec nous, on vous lit, on vous voit, vous êtes avec nous. Bonsoir, j'en profite pour vous rappeler qu'on a un compte Twitter de l'émission Backseat, je vous invite à aller le follow, on a un compte Insta que je vous invite à follow aussi, c'est sur ces comptes-là que sont annoncés les invités chaque semaine, et on a aussi un compte TikTok, figurez-vous, qui a été créé, voilà, Ah ouais. et Ah qui bah est là, je suis alimenté par le curieuse, bon tiens. Pemp, ouais. Donc on va voir comment est-ce qu'on l'utilise et tout, mais tranquille, on continue Stylé. à se déployer, incroyable. Voilà, vous les voyez qui s'affichent, c'est fou comme c'est bien fait. La chaîne YouTube, évidemment, où vous avez les replays de l'émission qui sont diffusés au fur et à mesure. Et voilà, aujourd'hui donc 2h30 de discussion entre nous, mais pas qu'entre nous, puisqu'on aura deux invités de grande qualité à 20h. Ce sera Nota Bene qui nous rejoindra, c'est notre invité de la semaine. On parlera avec lui de son parcours personnel et de son rapport à la politique et de son travail d'historien sur YouTube. Oula, faut pas dire historien. Il faut pas dire historien, vulgarisateur. Il est pas historien. Voilà. Il fait de la vulga, il est comme moi. Et on aura à 21h notre invité de la semaine. Il s'agira de Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale et ancienne candidate aux élections régionales socialistes, qui sera avec nous sur le plateau. Voilà pour le programme de cette 11e émission. Ça vous convient comme programme? Ouais, c'est Très pas bien. mal. C'est plutôt cool. C'est hein. pas le pire line-up. Quoi, on a eu que des bons line-up. On a eu que des bons Non, on va line-up. pas commencer à dire ce qui Mais était on dit- bien, ce qui était pas Mais bien. tout était bien. Tout était bien. absolument extraordinaire. Vous avez passé une bonne semaine. Vous, est-ce que vous avez fait des trucs particuliers depuis la dernière émission? Est-ce que vous avez des news? Est-ce que vous êtes fait chier? Est-ce que vous étiez Il y a un truc que je garde pour ma carte blanche, mais sinon, moi j'ai bossé. Il y a un OLG du coup lundi, vu que c'est une semaine sur deux. lundi prochain du coup qui sort? Voilà, et on se fait plaisir parce que bon, plutôt que de. Tu sais, des fois, on en a un peu marre de regarder des trucs de nazis pour choisir ce qu'ils ont dit de plus nazi et faire des montages de nazis. Donc on s'est dit, allez, on fait Poutou. Voilà. Ah, Philippe Poutou. Alors on va faire Intéressant. Philippe Poutou. Ah ouais. Intéressant. Philippe Poutou, candidat du NPA pour la présidentielle. Ok, J'espère qu'on va le intéressant. recevoir d'ailleurs. J'espère aussi. Ce serait intéressant qu'on reçoive Philippe Poutou, effectivement. On suit les invités, on invite. Enfin voilà, chaque semaine on a des invités. C'est pas toujours facile d'ailleurs d'avoir des invités. Oui. En grande partie parce qu'on est en direct un jeudi soir et que du coup il y en a plein pour qui c'est pas pratique pour des raisons logistiques, ce que je comprends tout à fait. Mais en tout cas, comme je vous l'avais déjà dit, les invités qu'on contacte pour venir sur Backseat, par principe, ils sont toujours chauds. Alors en première partie, c'est plus difficile que les politiques. En première partie, j'ai quand même pas mal de potes et de copines, youtubeurs, youtubeuses, streamers, streameuses et instagrammeurs, instagrammeuses qui se sentent mal à l'idée de parler de politique. Même Ah si ouais. je les mets toujours à l'aise en leur disant mais t'inquiète, on va pas te demander ton avis sur les réformes des retraites, c'est pas l'enjeu. En fait, on va parler de toi, on va parler de ton parcours, ton rapport au sujet. Mais, et je le comprends, tu sens qu'il y a quand même une réticence parce que voilà, pas à Ouais. l'aise quoi, pas à l'aise avec Pas le à sujet. l'aise, tu penses, ou ils se disent je vais me faire chier? Non, pas à l'aise. Pas à l'aise. Non, ok. pas à l'aise. C'est vraiment pas à l'aise. Plus les meufs que les mecs. Et ça, c'est Ouais. vrai. Ouais, les Ouais. meufs. Ouais, bah, mais tu sais, on en classique, avait déjà ouais. parlé. C'est ce qu'on appelle le complexe d'illégitimité qui frappe beaucoup de femmes Absolument. qui se sentent pas du tout légitimes à parler de sujets dans lesquels elles se sentent pas compétentes. Puis c'est touchy, hein. C'est touchy en ce moment-là. Tiens, prendre parti quand t'es youtubeur et que t'es pas du tout youtubeur politique, etc.
C'est le risque aussi de te mettre une partie de ta commu à dos, les gens sont quand même Mais sur ouais. l'écran. Et en même temps, vous remarquerez qu'on leur demande pas de prendre parti. Hein. C'est vraiment une Non, pas interview du tout. sur eux, sur leur parcours, leur rapport au sujet de la politique. On leur demande même pas de nous dire pour qui ils votent ou ce qu'ils pensent sur les sujets d'actualité. Mais même ça, même ça, je sais que ça les intimide. Je le comprends tout à fait et c'est normal. Hein. C'est aussi l'exercice de l'émission. Hein. C'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait cool de les avoir. Mais justement, moi, je fais exprès en première partie d'essayer d'inviter des gens qui font pas de politique, qui font autre chose. Et après, les meufs aussi, il n'y a pas seulement le complexe d'illégitimité, il y a aussi les vagues de harcèlement qu'elles peuvent déjà se manger si elles réagissent sur des trucs juste sur le sexisme ou je sais pas quoi, elles se mangent déjà des vagues de harcèlement. Si en plus elles s'aventurent sur le terrain politique, qui est le terrain le plus propice au clivage. Ouais, à la violence en fait. Et malheureusement, à la violence, carrément. Donc voilà. Mais enfin, je dis ça encore une fois. En général, j'ai réussi quand même à les convaincre et ils sont contents de venir. Et 100% des invités qui sont venus sont très contents d'être venus. On trouvait que l'exercice était vraiment sympa. Donc venez. Voilà. Venez. Ouais, non, mais venez, c'est bonne Faire ambiance. une vidéo En plus, promo. on vous paye un coup à boire, sachez-le. Bon, les amis, je vous propose que sans tarder, on aborde les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Les sujets de la semaine, comme chaque semaine, on a sélectionné 2 sujets sur lesquels j'ai envie d'avoir vos retours, vos opinions, chers amis, dans Backseat. Le premier sujet cette semaine, c'est un relancement de campagne d'un candidat et pas n'importe lequel. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui, dimanche dernier, était à Reims où il a présenté les grands axes de son programme dans ce qu'il a appelé la Convention de l'Union populaire, qui est le nouveau nom. Il a rename encore. Il a re-rename encore. Il a rebrandé. Ouais. Il a rebrandé encore plus rapidement que le PS, LR, etc. C'est fou. Ça s'appelle maintenant l'Union populaire après l'avenir en commun. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il rename comme ça tous les 2 ans ? L'union, c'est assez clair, non? Surtout en ce moment, par rapport au climat actuel, d'une potentielle union de la gauche. Là, je pense qu'il se pose en celui qui est capable de porter le flambeau de cette union populaire qui serait l'union de la gauche. C'est assez. Je pense que le mot n'est pas choisi totalement hasard. Il n'y a plus le mot gauche. C'était le Front de gauche en 2012. Ouais. Oui, il y a quand même le mot union, donc peut-être que ça veut ratisser au-delà. Effectivement, bon, ça reste gauche, mais peut-être que la gauche, effectivement, est un terme qui a été abandonné parce que. Il effraie peut-être un certain nombre de personnes, ou un certain nombre de personnes ne se retrouvent plus dans ce qui a été la gauche. Ça a été ambivalent, Jean-Luc Mélenchon et la ouais. gauche, justement. C'est qu'il y a eu des moments où il a revendiqué la notion de gauche, le parti de gauche, le front de gauche, c'était 2012. Et ensuite, il y a eu toute la création de ce qu'on appelle le suivi plutôt du mouvement du populisme de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon, pardon, et le représentant en France, l'union populaire. C'est pas l'union de gauche, c'est l'union populaire, l'appel au peuple. Vous vous souvenez du moment où il avait lancé la fédération populaire? Oui, peut-être cette volonté de dépasser les partis. Les vieux cartons de la gauche, les vieux trucs avec les affiches rouges, vous vous souvenez, le Front populaire, le Front de gauche, c'était ça, les affiches rouges, le bon vieux truc à l'ancienne. L'Union populaire, l'affiche est bleue, etc. Toi, tu l'analyses comment? C'est assez pop d'ailleurs. Moi, je suis assez d'accord sur le choix du nom avec ce qu'a raconté Clément Viktorovitch. Voilà, je sais pas si vous. Pourtant, ils s'en avaient pris plein la tronche, j'ai vu en commentaire. Mais non, mais ça, c'est les insoumis, ils sont casse-couilles. Ah oui, les insoumis. Ils sont très S'il y a des casse-couilles. insoumis dans le chat, Tu mets une mauvaise virgule vous êtes au les plus mauvais casse-couilles et endroit. vous le Ah ouais, savez. franchement. C'est vrai que vous êtes casse-couilles. Et on vous emmerde. Mais On dit non. ce qu'on veut sur Jean-Luc. On n'emmerde personne. Mais donc, du coup, non. Qu'est-ce qu'il a dit, Clément Viktorovitch? Oui, il disait en fait Mélenchon il choisit un nom aussi en fonction de ce à quoi il s'oppose. Tu vois, que quand il y a le parti de gauche, il s'oppose au fait que en face c'est Sarkozy, donc lui va faire la gauche. Ensuite les insoumis, ils s'opposent à du coup il y a les soumis, du coup comme Hollande, le PS, oui, machin. Et là aujourd'hui où la gauche apparaît divisée, lui il dit du coup moi je suis l'union. Alors l'union par le bas, pas par le haut, et c'est ce qu'il dit. Ouais. Il dit du coup moi c'est pas les appareils, les chefs, machin. On va faire l'union par le bas. Et mine de rien il y a quelques pistes intéressantes parce que tout ça, la matrice aussi de ça, c'est ce qui s'est passé avec la pétition Plus jamais ça. Je sais pas si vous aviez suivi ce truc-là. C'était une tribune un poil après le premier confinement, dans lequel il y avait attaque, la CGT, association, syndicats, tout ça mélangé, qui avait fait une grosse tribune collective pour dire plus jamais ça. Et c'était un peu ça l'idée de la Fédération populaire de Mélenchon, c'était l'idée de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Mélengeons aussi des représentants de la société civile à travers les grandes associations, les grands syndicats. Venez à moi toutes ces composantes de la société civile. Et mine de rien,
Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Aurélie Trouvé d'Attaque Ouais. qui a lâché la direction d'Attaque, probablement, d'après, moi j'ai lu ça dans Mediapart, probablement pour rejoindre l'Union populaire de Mélenchon. Donc il y aura peut-être d'autres ralliements. Thomas Porte, Un certain nombre sont secrets. Voilà, Thomas Porte, Il était à Reims, effectivement. Oui, ouais. qui était, qui a qui un était parcours avec, intéressant, parce que Benoît Hamon. Thomas jusqu'à Porte, présent. qui était le porte-parole de Génération donc de Benoît Hamon, et on en avait parlé sur ce plateau, on avait dit... Il a rejoint Rousseau, c'est ça. Oui, Ouais, il oui, était c'est ça. porte-parole Et de maintenant, il Rousseau rejoint pendant la la France campagne. Insoumise. on avait dit qu'est-ce qui va se passer après que Rousseau est perdu. Est-ce que tout son état-major va suivre une campagne de Jadot? Et j'avais dit c'est pas sûr. Oui, Eh ben, c'est surtout exactement Thomas ce qui se Porte. passe. Enfin, ça semble assez logique. hein. Voilà, Thomas Porte est parti du coup chez Jean-Luc. Donc c'est intéressant, il y a des ralliements, on va voir les ralliements suivants, d'où le truc d'union, quoi. Non, mais c'est intéressant. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon, comme tous les politiques, essaye d'élargir son camp, sa base, etc. Il essaye d'aspirer à lui, d'autant que les élections intermédiaires ne sont pas très bien passées pour son mouvement. Donc ça n'a pas été facile pour lui de faire monter de nouvelles figures, de nouveaux visages. On absolument. les connaît, les figures et les visages de la France Insoumise. Ouais. Ce sont ses députés. Cette équipe de 17 députés, très petit groupe à l'Assemblée nationale, mais très bruyant, très présent et très identifié par les Français, ce qui est vraiment en soi d'ailleurs une performance assez remarquable de ce groupe parlementaire-là. Alors que les députés du Rassemblement national, Bah, ils ont Bah, pas vous de les groupe. identifiez, vous? Ils sont jamais là, surtout. En vrai, à part Marine Le Pen, Alors, les oui. autres, Il y a leur Ménard, visage, leur Il y a nom, aussi une il y a Ménard, particularité. il y a Isabelle Ménard. Il y a une ouais. particularité, je trouve, moi, entre le groupe typiquement de la France Insoumise et le groupe des non-inscrits, où sont effectivement les gens du Rassemblement national. C'est que dans leur communication, les gens de la France Insoumise se mettent en scène dans l'enceinte C'est parlementaire, vrai. dans l'hémicycle. Ce que ne fait absolument pas les personnes du Rassemblement national. Tu les verras jamais pendant une prise de parole à l'Assemblée nationale, tu verras jamais Marine Le Pen tweeter une prise de parole dans l'hémicycle. ouais. Ça, Il n'y a c'est que clair. Ménard qui fait ça. Il y a que Mais ouais, Isabelle vraiment, Ménard. Les autres c'est le font pas. rarissime. Les autres ne le font absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai bien peur que ça a un peu porté préjudice, à mon avis, à la France Insoumise, dans le sens où finalement, ils ont dans l'imaginaire collectif donné l'impression qu'ils faisaient partie de l'appareil politique. Alors qu'en réalité, ils se positionnent toujours en opposition. Mais le fait de se mettre en scène dans une institution leur enlève ce côté underground, non mainstream qu'ils voulaient Antisystème. et qui leur a permis finalement d'accéder. Ah, tu penses ah oui, j'en suis Moi, certaine. je pense que le travail des députés de la France Insoumise, pour le coup, c'est un truc que j'observe de très près sur ma chaîne, est un travail assez remarquable pour un petit groupe d'opposition. Ah oui, moi, je dis pas qu'ils font- que les socialistes. je dis pas ils qu'ils font du mauvais un travail, bruit hein, très pas du tout. impressionnant. Ils font un travail excellent, ils sont très professionnels. C'est parce que je ne disais pas qu'ils faisaient du mauvais travail. Je disais juste que finalement, leur façon de communiquer peut donner l'impression qu'ils sont quand même dans le système, Ouais, je alors vois ce que qu'ils tu veux dire. ils se veulent anti-système. en fait. Gaspard. Pour moi, l'objectif, c'est aussi de faire nouvelle peau parce que la France Insoumise a quand même été tachée entre 2017 et 2022 par la figure de Jean-Luc Mélenchon qui encore fait pas l'unanimité, même au sein du camp. Hein. Ça a été, il s'est positionné en candidat naturel. Moi, la question, c'est l'Union populaire, véritablement, elle va probablement pas venir de la France Insoumise. Elle va certainement venir d'un Jadot qui va peut-être mener Hidalgo, qui va mener ailleurs. Est-ce que vous croyez, vous, Tu de penses, votre toi côté? Bah, moi, j'ai l'impression Ouais, que... c'est possible, on verra, mais. Je sais pas, je pense que c'est pas improbable de se dire que le Parti Socialiste se rangera derrière Yannick Jadot. Ça, avec, d'accord. Ouais, ça, je suis Ok, mais d'accord. alors du Oui, coup, mais est-ce que bah, c'est Mais la donc, donc, dimension populaire d'une Ouais. alliance entre Ah non. Jadot et les cadres Mais- socialistes non, mais m'échappe. sur cette notion d'union, peut-être qu'on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois, un nouveau espèce de mouvement qui va venir fédérer peut-être le PC, enfin le candidat communiste, le candidat vert, le candidat PS derrière, voilà, une figure qui Ouais, va. ouais, mais essayer ce de qui est représenter la intéressant gauche. d'ailleurs, parce que c'est peut-être d'ailleurs en prévision de ça que Jean-Luc Mélenchon anticipe justement qu'il y aura une alliance d'appareils, comme il appelle ça la soupe de logos, vous savez. On Ouais. fait une affiche de campagne avec plein de logos de plein de partis différents. Lui déteste ça, et il l'a toujours dit, il est contre ce truc-là. Donc peut-être qu'il justement, il dit ça, ce sera l'union des appareils, et moi, ce sera l'union populaire. Moi, le peuple, il est avec moi. Moi, c'est Jean-Luc, ok. Voilà, tu vois, je pense qu'il va jouer là-dessus. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Ce que je trouve intéressant dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, et je pense qu'il a raison de faire ça de cette manière-là, il vise à faire voter les gens. Il l'a dit très clairement, il a dit si les gens votent massivement, on peut gagner. Ah oui, et je peux devenir président de la Si les République. classes populaires votent Si les classes massivement. populaires, parce que ceux Oui, qui tout s'abstiennent à le fait. plus, Parce que ce les sont les classes classes populaires, populaires et les elles vont jeunes. pas aller voter ni pour Jadot ni pour Hidalgo. Hein. Ah non. Je sais pas. Honnêtement, je sais. Honnêtement, non, mais j'ai hâte de voir justement les dynamiques de Elles vont campagne peut-être autour pas de à ça. gauche, hein, Il y a aussi quand même un autre élément sur cette convention de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu un relancement de campagne, c'est comme ça que je l'ai présenté, parce qu'il s'était quand même déclaré vachement tôt, Jean-Luc Mélenchon. Décembre 2020, putain. On était en plein Covid, c'était le bordel, etc. Et lui, 20h,
Journal télévisé, je suis candidat à la présidentielle dans 2 ans. Badaboum. Moi, j'étais le premier à me dire putain, la vache, c'est tôt. Hein. Une campagne présidentielle, ça use. Un candidat, ça s'use avec le temps. C'est pas pour rien que Emmanuel Macron va attendre le dernier moment. Parce Oui, que mais là, enfin- pour le coup, il a tout à perdre. Il est en position de défenseur, de défendre son titre, donc il a tout à perdre. Donc il va faire la campagne la plus courte possible. Jean-Luc Mélenchon, c'est un challenger, donc il s'est déclaré tôt. Attends, Mais c'est pas bon. parce que tu dis pas que t'es en campagne que tu l'es pas. Oui, c'est vrai. Oui, mais tu sais comme moi qu'il y a quand même une différence entre être officiellement candidat et ne pas encore l'être. Tu vois bien comme moi qu'Éric Zemmour, oui, il je joue vois ce bien que là-dessus tu veux d'ailleurs. dire, Ouais. mais Tu vois ce oui, que je mais veux ça dire n'empêche pas qu'il est quand même là, à ratisser large dans les médias, à être Ouais. présent partout. Enfin, je veux dire, je pense pas que le fait de se déclarer officiellement soit plus fatigant que de mener une campagne non officielle, tu vois, enfin de manière Je officielle. vois, je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord. Tout ça pour dire que cette convention de l'Union populaire, pour moi, c'est aussi une volonté de la France insoumise de reprendre un peu pied dans cette campagne. Tout à fait, ouais. Parce qu'entre-temps, il y a eu Mais la c'est bien, ouais, séquence, Jean. il y a eu la séquence de la primaire des écolos qui Ouais. a bien marché. Hein. Ouais, ouais. On en a beaucoup parlé. Toute une partie de la gauche, tu le disais, a écouté, comme ça, Rousseau, Jadot. Les débats ont plutôt plu. Il y a eu 100 000 personnes qui ont voté. Alors c'est bien en dessous des parrainages citoyens qu'a récolté Jean-Luc Mélenchon, mais enfin quand même. C'était combien déjà 500 000 Non. Non, non, 300. 200 000, Ouais. 200 000 des boîtes. Je sais pas, j'ai pas le chiffre exact. Il y a des gens dans le chat qui vont l'avoir, Ouais. j'en suis sûr. Bossez un peu le chat, là. Non, il y a... Fact-checking. Aidez-nous, putain. Non, il y a aussi. Foutre rien, bordel. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que donc à l'occasion de cette convention de l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon a représenté une nouvelle version de son programme, l'Avenir en commun. Très très gros programme, très fourni. On connaît les cahiers de l'Avenir en commun, qui sont voilà des documents très écrits, très préparés, très poncés. C'est intéressant parce que les militants de la France insoumise Ouais. se targuent d'être le seul candidat à avoir un vrai programme, Oui, oui. un vrai de vrai. Déjà, est-ce que c'est vrai d'une Non. part, et d'autre part, pourquoi mettre autant le paquet sur le programme? Usul. Moi, je trouve que c'est un peu vrai, quand même. Dire, les autres, leur programme, bon, c'est vite fait, quoi. Quand ils en ont, rappelez-vous, même en 2017, Macron avait fait campagne sans programme. Ouais, c'est vrai. Vraiment, Ah oui, en oui, il disant, oui, avait, c'est il avait une sûr, plaquette ouais. de pub. l'important, c'est pas le programme, c'est le leader, le projet, la vision, machin, tout ça, quoi. Donc, non, en fait, il y a une tradition quand même à gauche. En fait, Mélenchon est obsédé par ça. Il est persuadé que la gauche a gagné en 81 grâce au programme commun, qui est un travail long, hein, le programme commun, qui est un truc qui traînait depuis plus d'une dizaine d'années avec les communistes, qui remettait à jour, qui réactualisait. Pourquoi un parti de transformation sociale a fatalement besoin d'un programme ? Parce qu'il a une ambition de transformation. Quand ton ambition, c'est d'être un candidat qui aspire à diriger, être le gestionnaire de la Ve République telle qu'elle est, t'as pas tellement besoin d'un Oui, programme. t'as besoin d'un CV, quoi. Tu vas prendre les problèmes un par un. Bon, allez, tu dis un peu des trucs pour exciter les militants de temps en temps. Je vais supprimer 500 000 fonctionnaires. Voilà, d'accord, mais t'as pas besoin d'un plan de bataille aussi fourni et construit que quand tu veux transformer la société, quoi. Donc, le programme commun, c'était ça. Et il a, dans une certaine mesure, transformé la société française, ce programme commun. Et Mélenchon, il est obsédé. On rappelle que Mélenchon est un grand mitterrandien, historique. Voilà, mais Mélenchon, oui. Oui, le sur 80, Mitterrand, voilà. sur Mitterrand, ouais. Donc lui, il est travaillé par ce truc-là et il dit il faut un programme. Et les militants, d'ailleurs, ça les chauffe beaucoup. Hein. Ils ont beau être tous fans de Mélenchon, ils le disent pas trop. Ils disent non, mais c'est pas Mélenchon, c'est le programme. C'est le programme. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est bien. c'est- Est-ce que c'est pas un peu à contre-temps aussi Est-ce que c'est, paradoxalement, et moi je suis plutôt de ceux qui aiment bien les programmes politiques, parce que je préfère quand on me dit ce qu'on va faire quand on se présente à une élection. Pour autant, force est de constater qu'effectivement, l'hyper-présidentialisation de la Ve République et l'hyper-personnification aussi de la France surtout, ouais. insoumise montrent que effectivement, les programmes politiques, c'est moins à la mode qu'avant. Mais là, quoi. il y a quand même une volonté inclusive de ce que j'ai vu. Ils vont créer des espèces de commissions de consultation pour la rédaction du programme, parce que le programme sortira le 18 novembre. Oh. Il faut le rappeler. Donc, il y a quand même. C'est pas tout de suite. Il nous reste un peu de temps, 3 semaines, pour voir un peu ce qui va en sortir. Mais moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est cette méthode un peu participative, cette volonté effectivement de Ils font faire tous ça appel aujourd'hui, davantage non à Tout le monde la le fait, société ça. civile. Ouais. Oui, bien sûr, mais enfin bon. Tout le monde le fait, hein, c'est pas une raison. le Enfin, non, crowdsourcing par de exemple, programmes typiquement, politiques. Xavier Bertrand, il l'a pas fait. Hein, d'après moi, il le fera pas, mais à voir. Hein, peut-être que je me trompe. Mais là, typiquement, je Non, trouvais ça quand même assez mais- intéressant quand tu vois que finalement, il y a cette façon un peu. Enfin, on peut reprocher effectivement à la France insoumise d'être dans la personnification, d'être dans une espèce d'exercice du pouvoir qui est très très vertical. Mais là, justement, je pense qu'ils essaient de casser un peu cette image-là. Oui, en c'est la essayant de démocratie ratisser un peu interne. plus large, ouais. Mouvement tout aussi gazeux qu'il soit, pour reprendre le terme
terme utilisé par Jean-Luc Mélenchon lui-même d'ailleurs, effectivement essaye de faire de la démocratie participative parce que c'est aussi dans son ADN de démocrate de gauche, etc. C'est très à la mode la démocratie participative pour faire les programmes. J'ai toujours considéré qu'il y avait un peu une limite à cet exercice-là. Le côté quel est votre programme? Écoutez, je vais demander aux gens, c'est eux qui me diront. Oui, sauf que là, c'est pas vraiment le parfois, j'ai cas, un parce peu qu'il y a envie quand que même les des grandes candidats, lignes qui ont été mises sur la table. Enfin, la retraite à 60 ans, il y avait quand même quelques trucs. Il y a des trucs. Non, mais donc du coup, on débat de quoi? Enfin, tu vois, Non, mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, il y a quand même, il y a peut-être des choses qui peuvent aussi échapper. Et puis, ne serait-ce qu'au-delà de juste faire des propositions, je pense que l'idée, c'est aussi la délibération. Enfin, c'est peut-être mettre des propositions sur la table et voir un peu comment les gens réagissent à ces propositions. On ne s'attend pas à ce que les gens viennent faire des contre-propositions, mais au moins voir quelle est la réaction et comprendre un peu dans le quotidien des Françaises et des Français comment ça peut avoir un impact. Et ça puis aussi c'est qui est cohérent important. avec sa démarche et sa culture politique, d'aller regarder ce qui s'est passé, les expérimentations en Amérique latine, machin, il remonte et il dit comment on implique les gens dans la politique. C'est cohérent avec son corpus idéologique en tout cas. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit stop au LFI bashing. Ça va. On discute. Franchement, on est cool. propose une là, analyse hein. politique collective de cette candidature qui est intéressante. Et ça, vous êtes susceptible, putain. Je vous adore. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit qui lit les programmes. Bah, figurez-vous que mine de rien, l'Avenir en commun la dernière fois, ils l'avaient édité en petit format à 3 €, je sais pas quoi. Très bien vendu. Ils en ont vendu plus de 200 000, je sais plus combien Bah exactement. ça me fait chier, moi. Bah, ils le refont cette fois-ci. 3 €, ce sera. Ouais, de je plus. sais, mais je sais pas pourquoi. Je me faisais la réflexion cet après-midi. Je disais pourquoi à chaque fois qu'il faut sortir un programme pour le faire raquer, quoi. Non, attends, il était disponible en bouquin ligne. que tu pouvais acheter Oui, 3 je €, sais, mais je ils avaient sais, leur mais site quand même. internet laec.fr. Ça va être aussi le cas, mais il y a quand même, tu te fais de la Mais thune, comme mine de le rien, programme. tu vois. Alors, bien sûr que tu te fais de la thune. Attends, à 3 balles l'édition. Bah oui, oui. Bah oui, c'est le but Et bah aussi. ça me gêne, désolé. Et Voilà. puis le programme commun, il était en Je vente pense qu'il aussi faut à pas l'époque. tout monétiser. Mais écoute. En plus, oui. à 3 balles, je sais Voilà. pas combien d'argent il gagnait. Parce que- Non, oui, en plus, c'est quand même Qui connaissent un peu les relativement prix d'édition. accessible pour un petit Oui, c'est bouquin. tout à fait accessible, c'est pas la question. Et moi, je Euh, trouve ça un peu surprenant. Voilà. Dernière question, est-ce que le populisme de gauche a de l'avenir en Europe? Je regardais une très bonne émission sur Mediapart, dont j'ai oublié le titre, mais je Abonnez-vous. vais me le rappeler. C'est les grands entretiens de Mediapart et ça, là, c'est les grands entretiens qui sont du coup pas sur la chaîne YouTube. Il faut être abonné à Mediapart. Il faut être abonné, oui, il faut être abonné pour regarder. Et du coup, je l'ai regardé parce que je suis abonné. Et il parlait voilà, de la question de savoir si le populisme de gauche, qui a connu son heure de gloire dans les années 2010, n'était pas en train de se refermer. Cette parenthèse un peu particulière de l'histoire de la gauche en Europe, avec Syriza en Grèce, avec Podemos en Espagne. Est-ce que, parce que ces camps-là ont connu des échecs dans leur genre, en quoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon ferait exception à ce mouvement-là? Usul. Je sais pas, je peux pas prédire. De toute façon, on est dans une période qui est quand même très incertaine. Donc, moi, je me hasarde pas à ce genre de prédiction. Vraiment, en plus, voilà, la France insoumise ou maintenant l'Union populaire, ça repose beaucoup sur le fait que c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc après, il y aura. S'il perd, il n'y aura plus Jean-Luc Mélenchon, donc il y a encore un autre truc à reconstruire derrière. En Espagne, on a vu Podemos qui est issu du même moment, du même mouvement un petit peu. Je vous rappelle un peu la chronologie. Il y a les occupations de place en 2011, il y a la crise financière de 2008, tout ça qui amène à... il y a la crise de la dette en plus, ensuite qui va se passer pour la Grèce, etc., qui amène à des prises de conscience dans la classe moyenne, urbaine, des grandes villes européennes, avec des occupations de place, etc. Et c'est en surfant aussi un peu sur ce truc-là que vont naître Podemos, dont va s'inspirer aussi Mélenchon. Est-ce que ce truc-là retombe complètement ou est-ce que ce moment-là a déjà fait son travail dans l'opinion publique et il y a un certain nombre de choses qui nous étaient de toute façon assénées comme des vérités, comme l'indépassable marché, on ne peut pas faire autrement, etc., l'Europe libérale, machin. Peut-être que ces idées-là ont aussi quelque part fait long feu et ont été mises à mal par ces moments-là qu'on a vécu entre-temps, que même si les populistes de gauche, par exemple en France, comme Jean-Luc Mélenchon, ne sont pas arrivés au pouvoir, je pense qu'ils ont quand même durablement travaillé l'opinion et que la gauche qui va émerger après, de toute façon, va devoir tenir compte de ce qui s'est passé avant. Par exemple, les socialistes peuvent plus revenir la bouche en cœur avec des trucs néolibéraux. Voilà, ça, ce sera un acquis. Il y a Twin World dans le chat qui dit Usul a raison, il y aura un autre truc à reconstruire et c'est dommage que ça n'ait pas commencé en 2017. Tu fais une remarque que beaucoup ont fait de dire c'est dommage que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas profité de sa position incroyable en 2017 pour reconstruire toute la gauche. Mais donc peut-être que ça arrivera après 2022. Honnêtement, on verra. Deuxième sujet de la semaine, chers amis, qu'on voulait aborder ensemble, c'est le
le possible, potentiel retour du mouvement des Gilets jaunes sur fond de hausse des prix du carburant. Vous vous souvenez que c'était la hausse des prix du carburant qui, à l'automne 2018, avait déclenché les premières mobilisations des Gilets jaunes. À l'époque, c'était la taxe carbone. Et là, voilà, on est dans une logique différente. Hein. C'est une hausse mondiale des cours du pétrole qui fait monter le prix à la pompe. Et des Gilets jaunes ont commencé à se mobiliser samedi dernier. On sent une grande fébrilité du gouvernement sur ce sujet-là. Ils sont morts de trop il y a 6 mois d'une présidentielle à l'idée de se retrouver à nouveau avec des manifs tous les samedis noirs de monde dans Paris. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que le mouvement des Gilets jaunes renaisse de ses cendres? Ou est-ce qu'il est mort? Léa. Moi, je pense qu'il n'est pas mort. Je pense qu'il n'est pas mort parce que déjà, c'était un mouvement très protéiforme qui est un peu, qui était assez organique dans sa composition et dans son émergence. Donc finalement, c'est difficile de dire, d'anticiper, puisqu'il n'y a pas vraiment de très précis qui peuvent. Enfin, il n'y a pas une sociologie précise du mouvement des Gilets jaunes. On peut difficilement. On sait qu'effectivement, la question clé, c'est les inégalités, c'est la pauvreté, c'est le pouvoir d'achat. La précarité, ouais. La précarité. C'est la dignité, c'est une lutte de dignité Mais aussi. il y a quand même aussi d'autres Gilets jaunes qui ont pu surfer aussi sur un rejet complet du gouvernement, de la politique gouvernementale, et qui ont rejeté typiquement le pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour certaines professions, etc. Donc là, effectivement, c'est finalement le dénominateur commun qui a fait émerger le mouvement, la question des carburants, la question de l'énergie de manière générale. Là, effectivement, on sent que le gouvernement est assez fébrile dans la mesure où là, alors qu'on est en train de discuter de cette question, dans 5 minutes, Jean Castex va prendre la parole pour annoncer des mesures et des pistes de réflexion pour savoir ce qu'ils vont faire pour effectivement faire en sorte que ça ne pète pas. On parle notamment d'un chèque carburant. Oui, un chèque carburant, le fait de baisser la fiscalité qui est quand même assez élevée sur le carburant. Bref, il y a un tas de choses qui sont sur la table. Moi, je suis quand même assez contente de voir que finalement... je dirais pas qu'ils ont appris, je dirais pas jusque-là, mais ça me fait quand même plaisir de voir qu'ils réagissent un peu plus vite qu'en 2018 et que finalement... L'annulation de la taxe carbone avait été annoncée ça a pris des plombs. En décembre 2018. Ils ont fait traîner, un mois et demi, je crois. C'est vrai que un mois et demi, mais Emmanuel Macron, sa prise de campagne avec ses 17 milliards d'euros d'aide, etc., c'était un mois et demi après le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est énorme quand même, un mois et demi. Je crois voire plus. Je suis pas sûre que c'était un mois et demi. Je crois que c'était peut-être plus. Mais moi, j'avais trouvé ça très long. Je m'étais fait la réflexion. Et donc là, je suis assez... Il y a quand même un truc avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas trouvé de débouché électoral. Oui, tout à fait, bien sûr, parce qu'il n'est pas structuré. Parce qu'il y a eu un refus des Gilets jaunes de se structurer. Ouais. Il y avait aussi très intéressant d'ailleurs un rejet, ça disait des choses profondes dans le mouvement des Gilets jaunes, notamment un rejet des appareils partisans, avec cette peur bleue de créer un appareil partisan, jamais, sûrement pas. Et la rare tête qui dépassait en disant peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une candidature se faisait couper. Ça s'est assez mal passé pour beaucoup d'entre eux. Et puis la méfiance du politique par rapport aux potentielles récupérations. Mais le fait est que dans les élections intermédiaires, européennes, municipales puis régionales, les rares candidats ou candidatures qui mettaient du jaune fluo sur leur affiche pour se révéler du mouvement des Gilets jaunes se sont pété la gueule. Absolument. En commençant par la France Insoumise. Ça n'a pas du tout eu l'effet espéré, alors même que ce mouvement était appelé à transformer profondément la société. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je pose la question de savoir si le mouvement des Gilets jaunes a un avenir, au sens où le précédent, celui de 2018-2019, n'est pas parvenu à transformer profondément nos appareils politiques. Et c'est vrai que là, en ce moment, c'est intéressant, le changement un peu de thématique, j'ai l'impression, dans cette campagne, à la fin de... je sais pas, pendant l'été, on parlait beaucoup d'identité, d'insécurité, d'immigration, c'était un peu les thèmes centraux. Là, on en reparlera peut-être avec Najat Vallaud-Belkacem, mais il y a l'école, le pouvoir d'achat, particulièrement avec la hausse des prix du gaz et du carburant. Et du coup, ça peut bénéficier à la gauche, si on fait un peu un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est des thématiques qui lui sont propres, la thématique du pouvoir d'achat. Hidalgo, quand elle annonce le doublement de la hausse des salaires des enseignants, la baisse de la TVA, Jadot, un programme gratuit d'isolation des logements pour les plus précaires, JLM qui veut taxer les bénéfices des groupes pétroliers, tout ça dans le but d'augmenter donc le pouvoir d'achat. Non, je pense que ça peut véritablement... on va voir, mais ça peut être un des sujets dont la gauche peut s'emparer et peut peut-être espérer voir une petite percée dans les sondages et une espèce d'envolée peut-être, en tout cas plus que la droite. Il y a Brace dans le chat qui dit, pour être un peu provoque, les Gilets jaunes peuvent gueuler autant qu'ils veulent, s'ils ne votent pas, ils n'ont aucun poids politique.
Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Jean-Luc Mélenchon qui veut faire voter les gens parce qu'il a bien compris ça. Et je suis assez d'accord. Usul, tu parlais de dignité tout à l'heure comme étant un élément central du mouvement des Gilets jaunes. C'est quelque chose qu'on avait analysé ensemble déjà sur le plateau de Backseat dans les discours d'un certain nombre de responsables de gauche. L'idée de redonner de la dignité aux gens, du respect, des mots qui reprennent de la valeur à gauche. Tu penses que ça Oui, peut d'ailleurs, c'est parler marrant, c'était Hidalgo qui s'en était emparé. Anne Hidalgo dans son discours à Rouen, ouais. Ouais, non, moi je sais pas trop. Les gilets jaunes, je sais pas trop. Non, je sais pas trop. Je sais pas trop. On voit en tout cas que c'est une peur du gouvernement. Moi, j'ai pas l'impression que ça puisse repartir comme ça. Ça peut pas repartir comme ça. Déjà, il y a eu trop de, il y a eu trop de violence. Il y a eu trop de violence. Il y a des gens. Il y a un documentaire d'Amnesty qui est sorti qui revient sur la persécution des Gilets jaunes parce qu'on parle beaucoup des mains arrachées, on parle beaucoup des LBD et des yeux crevés, etc. On parle moins de toute la persécution judiciaire, policière qui a eu lieu, de gens qui ont été durablement en fait écartés du champ militant à force d'être terrorisés par des injonctions, des machins, des interdictions, des trucs. Et c'est un autre volet de la répression des Gilets jaunes qui a été beaucoup moins traité médiatiquement. C'est pour ça que Amnesty s'en est emparé pour en faire un docu. S'il y a des gens qui veulent mettre le lien dans le chat, vous pouvez. Et non, je pense qu'il y a des gens qui ont été durablement échaudés. Et je pense pas que les gens puissent repartir comme ça, à la fraîche, avec la candeur qu'ils pouvaient avoir il y a 2 ans. Cette répression aurait donc fonctionné. Bien sûr, ouais, c'est une répression qui a fonctionné. C'est un mouvement qu'on a cassé, qu'on a délibérément cassé. C'était le but, c'était de les casser. Voilà. Donc je suis pas sûr que ça puisse repartir comme ça. Il s'est aussi un peu cassé lui-même. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait, l'incapacité des Gilets jaunes, malheureusement, à créer eux-mêmes leurs propres débouchés, alors qu'ils avaient un boulevard devant eux. Et je ne suis pas là pour leur donner des conseils en disant vous auriez dû faire un parti. Non, je ne sais pas. Je constate juste qu'effectivement, d'un mouvement de colère, on a eu du mal à créer un mouvement politique durable. Mais je pense pas que c'était vraiment l'enjeu non plus. Non, c'était pas l'enjeu. Non, c'était pas forcément souhaité par beaucoup de gens. Non. Non, mais peut-être. C'est pas parce que tu transformes ça en mouvement politique que c'est forcément pérenne, que c'est forcément plus efficace. Non, je pense qu'il y a, il y a la politique qui se fait effectivement de manière institutionnalisée, et puis il y a aussi le fait de protester, de manifester, d'être. C'est une autre forme de politique, et je pense pas que. Enfin, on l'a bien connu d'une manière un peu plus institutionnalisée via les syndicats. Les syndicats n'ont plus autant de poids qu'ils ont pu en avoir, mais je pense pas que ce soit vraiment la volonté en fait ni l'enjeu. En tout cas, c'est intéressant qu'on reparle d'économie, c'est vrai, à l'occasion en plus à l'occasion d'un truc qui est plutôt, contingent. Je veux dire, le gouvernement, il peut pas grand-chose sur la hausse des prix de l'énergie. C'est vraiment, pour expliquer aux gens rapidement, en gros, il y a la reprise économique en Asie qui a augmenté du coup le prix du gaz parce qu'ils ont besoin de gaz pour leur reprise à eux. Et du coup, nous, on le paye plus cher. Et c'est l'Europe qui est un peu dans la merde parce que nous, on produit pas notre gaz. On l'achète majoritairement donc aux Russes. Pareil. Le problème, c'est que le gaz, on s'en sert aussi pour créer de l'électricité, donc ça va aussi augmenter le coût de l'énergie en général, et qu'en plus, le coût de l'énergie, si tu augmentes le coût de l'énergie, tu augmentes le coût de tout. Parce que tout nécessite de l'énergie. Ouais. Donc on a un mouvement de hausse des prix dans lequel il n'y a pas de hausse des salaires. Donc en effet, pour la gauche, il y a aussi un boulevard pour demander un peu de justice sociale et le fait que ça ne retombe pas sur le dos des gens. Donc oui, il y a en effet un truc auquel le gouvernement ne pouvait pas grand-chose à la base. Et là, je ne sais pas ce que va proposer Castex. Il y a le grand débat, c'est est-ce qu'on fait un chèque pour ceux qui ont vraiment besoin de leur bagnole pour aller travailler, machin. Est-ce qu'on fait un chèque ciblé en sachant que ça peut être une usine à gaz. C'est l'élément de langage vraiment qui revient beaucoup. On ne veut pas faire une usine à gaz, il faut que ce soit simple. Par exemple, Xavier Bertrand, il avait fait une aide pour les ce serait carburants. utile l'usine à gaz dans ces conditions. Et une usine à gaz, oui, sauf si elle fonctionne au gaz. Bonne blague, elle est validée. Parce que c'est cher. Mais donc oui, Xavier Bertrand avait fait un genre de chèque carburant dans les entreprises. Je ne sais plus comment, mais en gros, il fallait faire une demande en ligne. Pour toi. Ouais. Non, vraiment, je crois que c'était privé. Grosso modo, pour caricaturer les propositions aujourd'hui de ce qu'on a entendu ces dernières semaines dans le champ politique, la majorité, Emmanuel Macron, est plutôt partie sur une logique de chèque, comme on a le chèque énergie, peut-être un chèque carburant, parce que ça permet de cibler notamment les gens qui en ont le plus besoin, les foyers les plus précaires, etc. À gauche, on est plus sur un retour de ce qu'on appelait la TIPP flottante, je rentre pas dans le détail, mais bref, une baisse des taxes sur le carburant qui, du coup, baisse le prix du carburant pour tout le monde, y compris pour le mec qui a un SUV qui part en week-end. Mais le gouvernement envisage
quand le même coup, ça c'est aussi. facile. Pour Le gouvernement l'envisage. C'est pour ça que je n'exclus pas. Oui, ils et ont à pas droite, exclu, Xavier ça Bertrand fait- et Valérie Pécresse sont plutôt pour une aide via les entreprises. Vous savez, via le. Comment Oui, ça s'appelle via ce que paye ton entreprise pour tes frais de transport. Ouais, Je sais c'est plus ça comment exactement, qui s'appelle, pourrait mais augmenter. Le problème, c'est que du coup, ça touche que les salariés, pas les chômeurs ni les Bah retraités. oui, Donc, bah il oui. n'y a aucune Oui. solution qui est absolument parfaite. En tout cas, il y a un débat actuellement. Et je suis d'accord avec toi pour dire que c'est chouette qu'on en parle dans cette campagne présidentielle Bah oui. de ces sujets parce qu'ils sont centraux. Donc sont là, ça se centraux trouve, parce Castex, que, il a dit là. On sait Ouais. pas. Je sais pas, j'ai pas les infos. Le chat. Ils sont centraux à plein d'égards, effectivement, que ce soit sur le court terme, savoir comment on gère des Forfait hausses. mobilité, merci le chat. Des hausses inattendues, expliquées bien sûr, mais un peu soudaines pour les personnes qui sont en grande précarité et qui sont les plus touchées. La question aussi à moyen terme de savoir comment effectivement on continue notre approvisionnement sans que ce soit hors de prix. La question de la fiscalité se pose aussi sur ces matières premières. Et puis à très long terme, enfin à plus long terme, alors que ça devrait quand même être une question de court terme, savoir comment on décide de se fournir en énergie en fait. Quelle énergie choisissons-nous ? Enfin bref, je pense que c'est aussi l'occasion finalement d'élargir le débat et d'aller au-delà de l'urgence, même si l'urgence est nécessaire et qu'il faut la traiter, effectivement, réfléchir peut-être à des questions de long terme. C'est vrai que là, Alors, on peut on parler va- de pognon, on peut parler d'énergie, on peut parler de transition, parce Ouais. que On d'ailleurs. vous tiendra au courant au ouais. fur et à mesure de l'émission si on en apprend davantage sur les annonces intéressantes de Jean Castex. En tout cas, Et on va n'hésitez passer, pas à les mettre on dans va le chat passer aux aussi. cartes blanches de l'émission. C'est parti pour les cartes blanches. Je sais plus s'il y a un Il y a générique. pas de Non, il n'y en a jingle. pas de jingle. Non, il n'y en a pas. Je crois que tu m'avais dit On qu'il y peut en avait en un faire tout à un l'heure, si mais tu il y en veux. aura un. Il y en aura un. Soon, rassurez-vous. Les cartes blanches. Chaque semaine, je propose à mes 3 chroniqueurs de prendre 1 ou 2 minutes pour nous parler d'un coup de cœur, un coup de gueule, un truc à lire, un truc à faire, un truc à voir, un truc à entendre. Vous avez le champ libre. Chers amis, on commence par qui? On commence par Gaspard, ça te va? Ouais, vas-y. Vas-y, Gaspard. Alors, moi, je me suis baladé un petit peu en librairie et entre La France n'a pas dit son dernier mot et une femme française, tout le monde là? Si, Hidalgo. Hidalgo. Ah, c'est Hidalgo. En librairie, je suis tombé sur Affronter ER, le plus éditorialiste. Oui, merci. Ouais. Le plus éditorialiste des Ah, je anciens. croyais que c'était le quiz. En fait. Ouais, mais ça arrive, ça arrive. Laisse-le parler. Le plus. Non, mais c'est ça en fait. Je suis pas comme Julie d'Europe 1. Il faudrait faire mes relances. Il faudrait que je prépare les relances des. On peut jouer à ça si tu veux. Mais Le vas-y. plus éditorialiste, en tout cas, des anciens chefs d'État, règle ses comptes avec l'ensemble de la classe politique française. Je parle évidemment de François Hollande. Merci beaucoup. Si François Hollande ne dépeint pas un portrait trop flatteur à Anne Hidalgo, il dit, je cite, il la résume en disant c'est une femme de sang-froid, de détermination et de ténacité. Il joue franchement les francs-tireurs, essayant de dégager difficilement la voie pour l'actuelle maire de Paris qui devait, ou du moins aurait dû représenter la gauche, elle qui gravite péniblement entre 4 et 6% dans les récents sondages. Alors, je vous propose quelques extraits choisis de ce nouvel ouvrage qui aurait dû être plus ambitieux dans son titre et ne pas se contenter du simple verbe à l'infinitif affronter, mais aurait dû s'appeler en vérité affronter-les tous. Voilà. François Hollande démarre Arnaud Montebourg qui, selon lui, se rêve en Zorro de la politique, mais passe pour un zozo. Paf. Puis c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon qui aurait pu, je cite, endosser le costume d'un nouveau Mitterrand, mais préfère la tunique d'Arlequin, empruntant ainsi toutes les couleurs de l'opinion. Oh, paf, paf. Et termine par toutes les candidatures à gauche sont lilliputiennes, microscopiques. Ta, ta, ta. Finalement, il semble plus clément avec son rival de toujours, Nicolas Sarkozy. Et il dit, je cite, il fut un président malheureux, un concurrent battu, mais un battant exceptionnel aux ressources inépuisables, à l'ardeur infatigable, doté d'un appétit insatiable, qui le rend disponible pour offrir ses compétences. Je n'ose dire ici ses services à tous ceux qui le sollicitent. Quand la réalité rejoint la fiction. On a presque l'impression finalement d'être dans le film Président, ce film d'Anne Fontaine qui était sorti au début de l'année, qui n'était pas dingue, mais avec Dujardin et Gadebois. Voilà, il y a un petit extrait, merci la régie. Dans tous les médias, François Hollande refuse catégoriquement de confirmer qu'il ne sera pas candidat en 2022. La sortie de son ouvrage et ses dernières sorties médiatiques pourraient bien être un signe peut-être de sa volonté d'être testé dans les sondages et qui sait peut-être, sur un grave malentendu, être sollicité par sa famille politique pour sauver l'un des derniers partis de la vie politique d'hier. Mais bon, pas sûr que beaucoup de monde y croit. Merci Gaspard. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit Gaspard G. Le G, c'est pour Gangsta. Absolument, oui, mais ça, on y croit. Ça te on y ressemble croit bien. aussi. Ouais. Merci Gaspard pour cette carte blanche donc, sur le dernier livre de François Hollande. Léa, à ton tour. Alors, moi, je voulais vous parler d'un sujet un peu délicat parce qu'il m'a concerné, il me concerne encore. Il s'agit du monde du podcast. Du monde du podcast en France et comment beaucoup de personnes se font un peu baiser la gueule par les quelques studios de podcast qui ont en fait un monopole total et pignon sur rue dans notre cher pays. Il faut pour cela vous
vous promenez sur le site de Mediapart, encore Abonnez-vous. une fois, abonnez-vous, pour lire une enquête en 2 volets sur en fait les comment dire, le backstage des studios de podcast. Donc les studios de podcast, hein, je vous la fais courte, qui prônent quand même l'égalité, qui prônent la défense des droits, etc. Donc qui sont a priori des choses assez louables et qui font un peu leur beurre là-dessus, naturellement. En fait, on se rend compte quand on gratte un peu que leurs collaborateurs, collaboratrices sont assez maltraités. Et je vous invite vraiment à lire ce papier qui est assez édifiant. Il y a des personnes qui témoignent de ne pas avoir été payées pendant 1 an, pour avoir travaillé pendant 1 an gratuitement, gracieusement, qui se battent encore avec ces studios aujourd'hui pour pouvoir être rémunérés. On parle aussi de situations de burn-out, on parle de situations où les relations sont toxiques avec certaines personnes au sein des studios. Enfin bref, c'est vraiment assez flippant parce qu'en fait, quand on se lance dans ce format en France, on se rend compte que ils ont un monopole, ces studios ont un monopole, on n'a pas trop le choix. Enfin, je sais vraiment de quoi je parle, donc je me permets de le partager avec vous. On n'a pas trop le choix, si on a envie d'avoir un podcast qui cartonne, de passer par eux. Moi, j'avais bossé avec Nouvelles Écoutes, ça s'est mal passé, ils m'ont demandé de retravailler avec eux, j'ai refusé. Là, j'avais travaillé avec Binge Audio, j'avais commencé à partir de septembre. Quand en fait j'ai enregistré ma première chronique avec Binge Audio, on était sur une émission qui parlait du statut précaire des travailleurs type Uber Eats, Just Eat, etc. Et puis 3 semaines après, je sors du podcast festival à Paris et je lis cet article qui parle justement de Binge, qui traite mal ses salariés, qui les met dans des situations précaires, les font tellement travailler qu'ils finissent en burn-out, etc. Donc je pense qu'il est vraiment temps que finalement ce domaine s'améliore, je pense vraiment, qu'ils commencent à balayer devant leur porte avant d'aller faire des grandes leçons d'humanité à qui mieux mieux. Enfin, ça m'énerve vraiment. Donc du coup, j'annonce que j'ai mis fin en fait à ma collaboration avec Binge Audio et je ne travaillerai plus jamais avec aucun studio de podcast qui a été cité dans ces articles. Voilà. Et du coup, ça veut dire que j'arrête ma visibilité, je continue toute seule et sans argent pour créer ce que je fais. Et voilà. Merci Léa pour cette carte blanche, merci pour ce coup de gueule. On enchaîne avec toi, Usul. Oui, moi je suis allé voir ce week-end du coup le film de Ruffin. Alors il est comment ? Eh ben il est bien. Tu peux le présenter un peu? Oui, absolument. Ça s'appelle Debout les femmes. Alors ça avait cringé un peu sur Twitter parce que c'est vrai qu'un mec qui est là et qui fait un film Debout les femmes, ça fait un peu je vais me planquer derrière les femmes et leur dire ce qu'elles doivent faire, quoi. Mais qui revient sur c'est comme ça que je l'ai vu, ouais. Oui, je comprends. Oui, donc c'est un film du coup qui s'intéresse à ces travailleuses des métiers du lien dans le cadre d'une mission parlementaire, voilà, avec Bruno Bonnell, député LREM. On lui a foutu à Ruffin Bruno Bonnell dans les pattes. Alors évidemment, Ruffin il s'est dit qu'est-ce que je vais faire avec ce con-là, moi, ça va me faire chier. Et Bonnell, en fait, s'avère être beaucoup plus à l'écoute que ce qu'on pourrait s'imaginer dans le cadre de cette mission parlementaire. Et donc, ils vont traverser la France, rencontrer des assistantes, comment on dit, des aides à la personne, des aides à domicile, etc. Et parler de leurs conditions de travail, parler de tout ça. Et mine de rien, ça fait du bien de remettre un petit peu les pendules à l'heure sur la condition de ces femmes qui ont été évidemment en première ligne. Il revient évidemment sur le Covid parce que c'est un film qui était réalisé en partie pendant cette période-là. Le travail du care, lui il dit du lien. Voilà, eux ils disent du lien. Donc je conseille vraiment ce film qui a... voilà, nous on est là, on commente l'actualité politique un petit peu tout le temps. Mais moi si je me suis intéressé à la politique aussi à la base, c'est parce que je suis parti des conditions matérielles d'existence vraiment désexploitées et que c'est ça qui m'a fait arriver en politique. Et aujourd'hui je me retrouve à commenter les dires des uns, les dires des autres, à lire la presse, à parler des grandes choses et tout. Et on oublie parfois un petit peu que y a des vrais gens qui ont des conditions matérielles qui en plus parfois se sont dégradées, etc. Et ça nous permet de regarder en face cette France-là désexploitée, et tout le monde le fait pas, tout le monde nous permet pas de faire ça. Ce film permet de faire ça, et en plus il est relativement bouleversant. Moi j'ai pleuré à la fin, mais bon, moi je suis relativement fragile sur ces trucs-là. Donc non, allez-y. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait, il est dispo où ce film? Il est au cinéma. Il est au ciné, oui, voilà, totalement. Donc il est à l'affiche, je sais pas combien de temps, mais voilà, vous pouvez aller le voir. Merci Usul pour cette carte blanche. Moi j'ai pas particulièrement de carte blanche, si ce n'est que pour celles et ceux qui ne le savent pas, je participerai au The Event la semaine prochaine
semaine prochaine, il n'y aura pas de backseat jeudi soir puisque je serai d'ores et déjà sur place. Et donc vendredi, samedi et dimanche, je vais participer au The Event, un grand marathon caritatif avec plusieurs dizaines de streamers et de streameuses de toute la France qui se réunissent pendant un week-end entier pour vous faire kiffer autant que possible et surtout vous inciter à donner de l'argent cette année. L'ONG qui va bénéficier de votre générosité, c'est Action contre la faim. J'ai vraiment super hâte de participer à ce The Event. Je ferai un stream demain sur ma chaîne pour en discuter avec vous de ce qu'on va faire de ce week-end-là, mais on va bien rigoler et ça va être super cool. Donc voilà, préparez vos dons si vous avez les moyens de le faire, ça me ferait super plaisir que vous souteniez avec moi Action contre la faim la semaine prochaine au The Event. Les amis,